poser des questions à nos deux intervenants d'aujourd'hui. Ah, merci. Puisque vous bien que, c'est-à-dire que la population, elle ne fait pas gaffe au fait que c'est gaspillé. Je ne sais pas combien de baguettes qui est jeté par an en Algérie. Donc, est-ce que, c'est-à-dire, est-ce que le fait de soulever ou bien d'élever un petit peu, le prix de la baguette ne constituerait pas des solutions pour le non-gaspillage de ce bien? C'est-à-dire que, comme on l'a vu ce matin avec la ville en France... Besançon. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'ils ont appliqué le fait de taxer les gens qui ont un excès de déchets, et ça les a incités justement à faire gaffe et à ne pas jeter n'importe quoi, et à faire gaffe dans le fait de ne pas polluer justement la ville. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, je ne sais pas est-ce que j'aurai une petite réponse ou pas. La France était parmi les 20 pays volontaires pour tester justement les indicateurs du développement durable qui ont été dégagés suite au sommet de Rio en 1992. Et il y avait 10 indicateurs phares, notamment le PIB par habitant, réchauffement climatique, etc. Et la France, en 2006, elle était classée deuxième au niveau mondial. Et on la retrouve en 2016, elle a régressé, enfin, elle a gagné une place par rapport à 2015, mais elle est classée sixième. Donc, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que, après tous les efforts consentis par la France, mais elle connaît justement une régression en termes d'application de ces indicateurs de développement durable, alors que de l'autre côté, on sait que la stagnation de la consommation du pétrole, la France a stagné sa consommation depuis 2003. Il y a une tendance au secteur tertiaire. Il y a une certaine protection de l'environnement. Donc, j'aimerais savoir ce petit paradoxe, d'où est-ce qu'il vient. Et merci. Alors, pour la première question, déjà, je pense que ça s'intéresse plutôt à toi, Mohamed. Oui, d'accord. Pour la question du pain, nous, on en a fait un terrain d'observation et d'enquête à l'échelle d'une commune. Et effectivement, quand on lit un peu la littérature un peu en matière de pain, il y a beaucoup de pays qui subventionnent le pain, c'est-à-dire un peu partout dans le monde, le pain est subventionné, y compris par exemple, c'est un héritage qui nous vient par exemple de France, où le pain a connu des périodes de subvention. Je suppose que c'est le premier aliment jusqu'à récemment, je pense à 86, où le gouvernement Balladur a dû arrêter ces histoires de subventions. Il a libéré le prix du pain. C'est connu, les politiques. Maintenant au sud, on a connu, par exemple la Tunisie a connu des révoltes du pain. C'est-à-dire que certains pays, en Égypte aussi, le pain continue à être subventionné. Beaucoup de pays ont peur que si cet aliment n'est pas, le pain pour tous n'est pas disponible,
ils disent que les villes gaspillent du pain, mais il faut, quand on questionne les politiques, ils disent que dans certains terroirs, c'est la seule source parfois d'alimentation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder uniquement les centres urbains. C'est-à-dire qu'il faut regarder aussi l'Algérie profonde, oui, où le niveau de vie de certaines populations, c'est parfois le pain subventionné qui leur permet de s'alimenter. Donc le gouvernement n'est pas prêt à reculer sur cette question. Maintenant, on avait constaté aussi que les boulangers étaient organisés, c'est-à-dire ils étaient organisés en fédération, dans le cadre de la Confédération Générale des Artisans. Donc ils défendent bien leur métier. Ils arrivent par exemple, ils sont arrivés au fur et à mesure à être complètement détaxés. C'est-à-dire que l'activité boulangerie, maintenant, elle génère 0 impôt. Hein, c'est-à-dire que au fil des années, ils ont pu pouvoir continuer à pratiquer ce métier, quoi, qui parfois c'est un métier, c'est des entreprises familiales qu'ils tiennent de père en fils, hein, qui ressort un peu de nos enquêtés. Maintenant, j'ai dit que ce qui ressort un peu de notre terrain, c'est que un peu la nature a horreur du vide, c'est-à-dire face à ce statu quo, hein, quant au plafonnement ou déplafonnement du prix du pain. Au niveau social, vous avez par exemple des familles nécessiteuses, des chômeurs, des femmes, des familles monoparentales un peu qui vivent de ce plafonnement du pain, qui soit au niveau de la production, donc il y a des familles qui produisent du pain, donc de meilleure qualité, donc sur le point de la qualité pour offrir un produit de meilleure qualité, mais aussi au niveau du service, c'est-à-dire que quand ils savent que les boulangeries subventionnées ferment très tôt ou la ouvrent très tard, etc. dans la journée, il y a des œuvrés, enfin des jeunes qui s'occupent un peu de cette tâche de distribution. Maintenant, il y a d'autres aussi qui, au niveau de cette commune, enfin, on n'a pas vu, par exemple, du pain qui était réellement déchet, puisqu'il était récupéré au niveau, dans certains quartiers, il était complètement récupéré au niveau des familles, c'est-à-dire que il y avait des gens qui recyclaient ce pain, bon, je sais pas, ils le transforment. Il est coté en bourse, hein, entre guillemets, hein, c'est-à-dire qu'ils savent que le quintal de pain rassis, il a ce coût, hein. Et ils en ont fait un business. Moi, je trouve que c'est la nature a horreur du vide et qu'ils en ont fait c'est intelligent de leur part. Ils profitent de ce statu quo, quoi. Voilà. J'espère avoir répondu. Et je suppose que la seconde question était plutôt dirigée vers moi, donc je vais essayer d'y répondre comme je peux. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que je ne suis pas du tout expert de la question des indicateurs du développement durable. Et pour 2 raisons, en fait. Premièrement, parce que, comme vous l'avez vu ce matin, nous en parlons beaucoup, mais en critiquant énormément aussi cette définition du développement durable. D'abord la durabilité, on devrait peut-être plutôt parler de soutenabilité, enfin bon voilà, ça fait partie des discussions qui sont toujours en cours, y compris dans le monde anglo-saxon et peut-être encore plus dans le monde hispanophone, premièrement. Deuxièmement, parce que le terme même de développement est critiquable. Dans la nature, on sait qu'il y a un seul poisson qui meurt en continuant à se développer, mais que sinon, tout a une fin un jour et que le développement en tant que tel pose problème. La question, c'est plutôt comment on arrive à vivre bien ensemble et dans des meilleures conditions, en meilleure santé, comme tu le disais tout à l'heure. Mais le développement est compliqué, hein, c'est un terme qu'on critique. Mais bon, en dehors de cela, puisqu'indicateur il y a, la troisième raison, c'est qu'il y a eu pas mal d'études aussi qui les remettent en cause, ces fameux indicateurs-là.
Donc moi personnellement ça me pose problème, et au sein du réseau d'intelligence territoriale, si vous fouillez un peu dans les publications, vous pourrez en trouver d'ailleurs qui font un petit peu le tour et qui en donnent un petit peu une autre vision. Ceci mis à part, il y a aussi deux autres raisons qui pourraient, à mon sens, donner quelques éléments d'éclaircissement ou d'explication pour répondre à votre question. Mais je ne suis pas totalement sûr que ce soit la bonne réalité, puisque je vous répète que je ne suis pas expert de l'idée. Premièrement, c'est que depuis les années 2000-2005, que la France était effectivement volontaire et était en deuxième position, d'autres personnes depuis, enfin d'autres pays, se sont mis au travail, et eux ont progressé aussi. Donc il est normal qu'à un moment quelconque, ceux qui étaient avant, éventuellement, puissent se rééquilibrer. Ça fait partie des possibilités, mais surtout, l'autre solution, enfin l'autre raison, vous la connaissez parfaitement. La bonne preuve, c'est que vous citez tout à fait des dates qui sont chez nous symptomatiques. C'est que, voilà, en 2006, et entre 2006 et 2016, il s'est passé qu'on a eu des gros changements de gouvernement, des gros changements politiques, aussi bien dans on va dire au niveau du périmètre national que dans des périmètres infranationaux. On pense aux régions, on pense aux départements en particulier, avec des changements comme ça très forts en 2007, en 2012 et encore plus récemment, comme vous le savez, et qui font que aller vers plus en tout cas de durabilité ou de soutenabilité, je vais garder ça comme indicateur, demande un effort continu de la part des politiques, en particulier dans l'équilibre dont on parlait ce matin, entre, je dirais, la vie citoyenne, la vie des collectivités, la vie des tiers acteurs comme les associations, etc., et la vie des entreprises hors ESS, ce qu'on appelle le secteur marchand ou commercial, je sais pas, on a beaucoup de mal, nous, à le nommer en France, parce que du coup, parfois on dit l'autre économie, pour ne pas parler, voilà, et qui donc pose pas mal de problèmes. Concrètement, on a vu revenir sur le devant plus de subventions et d'aides et d'accompagnement à l'économie classique, marchande, voilà, au sens commercial du terme, et moins, en l'occurrence, à d'autres types d'activités et de développement. Donc, c'est peut-être ça que vous vouliez me faire dire, mais concrètement, il y a des vrais choix politiques qui ont été faits dans cette période-là, qui ont freiné, en tout cas, cette manière de voir le monde. Hein, nous, on l'a très très bien ressenti dans nos territoires, pas seulement en France d'ailleurs, mais dans pas mal d'endroits en Europe, y compris d'ailleurs dans le secteur universitaire, où on a vu aussi des recherches, j'allais pas dire bloquées complètement, mais en tout cas moins subventionnées dans certains secteurs que dans d'autres. Voilà, et je vous remercie pour la question, parce que ça permet d'approfondir ce qu'on disait ce matin. Voilà. Oui, oui, pour rebondir par rapport à tout ce qui a été dit ce matin sur le développement durable. Mais ça fait partie je répète, ça fait partie des concepts, mais je me ramène à participer à pas mal de séminaires d'intelligence territoriale et de conférences qu'on remet régulièrement en question, parce qu'il ne faut pas le laisser comme ça, il ne faut pas le laisser dans les mains de n'importe qui. Et à l'heure actuelle, ça pose souci. Ça pose souci. Hein. Développement de quoi, de qui, durable pour qui, pourquoi. Bon, moi j'ai travaillé avec l'Institut des régions arides de Tunisie. Ils ne le voient pas de la même manière du tout que, je sais pas moi, qu'un agroalimentaire dans la zone des céréales du nord de l'Allemagne, par exemple. Alors bon, vous voyez quoi. Hein, faut vraiment faire attention à chaque terrain. Il y a des contextes et des terrains qui sont différents. Voilà. Tu peux rajouter, hein. Je sais pas, effectivement, les concepts évoluent à une vitesse, et cette évolution, elle est fonction de l'avancement de la recherche. C'est-à-dire que moi, effectivement, depuis 2011 que j'assiste à des conférences du réseau INTI, je constate que de conférence à conférence, les lignes de démarcation évoluent, bougent. C'est-à-dire que en fonction des contextes,
locaux en fonction de l'évolution globale aussi au niveau mondial et international. C'est-à-dire qu'on ne voit plus les choses de la même manière que ça fait qu'il y a une dizaine d'années. La situation économique a changé, les situations sociales avec les phénomènes de migration massive qu'on a connues récemment, les crises qu'il y a eu en Grèce, en Espagne, économiques, etc., ont fait que les concepts évoluent et changent. Cyril, je dois poser est-ce que c'est possible de poser une question à propos de Tajmat à la collègue effectivement, j'ai deux questions à propos de Tajmat, parce que du mouvement un peu citoyen, associatif qu'il y a au niveau de Tizi Ouzou. Quand vous parlez, je voudrais des éclaircissements à propos, quand vous dites que les villages éloignés sont plus du centre du chef-lieu de la grande ville de Tizi Ouzou, sont plus dynamiques que ceux qui sont proches. Est-ce que vous pouvez donner plus d'explications? Bon, ça me rappelle, bon, c'est cristallaire, la loi des... je sais pas de... Ensuite, ma deuxième question, quand vous parlez de vieux, de jeunes, hein, vous avez parlé de Tajmat qui était géré par les vieux et qui se retrouve maintenant plus géré par... plus attractive pour les jeunes. Donc, comment s'est fait ce passage de témoins entre les deux générations? Maintenant, est-ce qu'il y a une solidarité aussi intergénérationnelle? Est-ce que les jeunes qui ont pris maintenant les relais, quelle est la position? Est-ce qu'ils ont l'entière confiance de la génération précédente? Est-ce qu'il y a cette solidarité intergénérationnelle? Maintenant aussi, l'autre question, est-ce qu'il y a aussi, on n'a pas vu lors de votre présentation, un mot sur la nature des rapports entre les différentes parties de la société? Est-ce qu'il y a une solidarité sociale un peu entre les démunis, parce que je suppose que ces actions nécessitent ce mouvement associatif nécessite des investissements. Qui c'est qui paye? Les démunis, les plus riches? Voilà. Donc, je vous remercie déjà infiniment pour votre question. Mais les questions que vous me posez maintenant, je vais vous répondre parce que j'avais déjà fait des communications à ce sujet. Mais cette communication, je l'ai vraiment inscrite dans le concours des villages les plus propres. Donc, je me suis inspirée d'exploiter la spécificité de ces villages, donc par les principes donc, de gestion des déchets, du recyclage, du tri. Tout d'abord, donc Tajmat, pourquoi d'abord Tajmat au sens traditionnel, elle existe toujours, elle est toujours là. Mais au sens moderne maintenant, les objectifs recherchés par les sages avant et les objectifs recherchés maintenant par les jeunes n'est plus pareil. Avant, dans mes recherches, j'ai trouvé qu'il y avait un conflit intergénérationnel dans certains villages. Mais les villages qui se sont émis à participer à ce concours pour avoir leur place entre la première et la 8e place et chercher donc de la durabilité de l'économie, du social, donc tout d'abord ils se sont organisés entre eux. Donc ils ont supprimé ce conflit, c'est-à-dire que les vieux, ils sont là, ils participent, etc. Mais les jeunes, ils pensent à des projets de développement. Parce que maintenant, je me suis retrouvée avec 80% de jeunes qui sont universitaires dans ces villages. Je me retrouve avec des personnes qui sont instruites, avec des personnes qui ont un certain niveau. Mais aussi, il y a des campagnes de sensibilisation qui ont été faites par ces jeunes, en organisant, par exemple, moi j'organise des fois des conférences, j'explique aux femmes, je vais chez elles, je leur explique c'est quoi la gestion des déchets, pourquoi elles doivent faire le tri, pourquoi elles doivent faire du compostage, comment ça se passe. Je me suis retrouvée qu'il y a depuis des siècles, donc nos vieilles, elles faisaient du compostage sans le savoir. Elle faisait du tri sans le savoir. Donc, dès que je lui parle de cette notion, je lui parle avec notre langue, mais dès que je lui parle de ces notions, qu'elle doit faire ça, elle me dit d'accord, donc ça s'appelle comme ça.
Donc, elle a une autre appellation du terme recherché, donc que je cherche à lui expliquer, donc dans notre langue. Mais le message est passé. Donc, c'est à travers, donc Tejmeth, par exemple, Tejmeth, comité de village, association, il y a une charte que je présenterai prochainement au Maroc. Donc, c'est de comprendre, de leur expliquer cette évolution de l'organisation verticale à une organisation horizontale, où tout le monde participe. Il y a juste un président qui est à la tête, mais en réalité, c'est tout le monde qui prend des décisions, c'est tout le monde qui décide du projet à réaliser, du projet à ne pas réaliser, des priorités du village. Donc, leur objectif, c'est de stabiliser ces personnes, de les voir stables au sein du village. Je n'ai pas besoin d'aller en ville, je n'ai pas besoin d'aller je ne sais pas où pour chercher quelque chose, pour trouver quelque chose, mais il y aura une proximité entre les biens et les services au sein de ces villages. Mais à certains moments maintenant, c'est vrai qu'ils ont presque tout, mais ils cherchent à avoir cette valeur ajoutée économique, cette valeur ajoutée sociale. Donc ils cherchent à trouver des projets. Maintenant, par exemple, ils pensent à l'écotourisme. Donc ces villages sont propres, etc. Il y a la verdure, il y a des paysages, il y a tout. Il y a cette harmonie, mais il doit y avoir une rentrée d'argent. Par exemple, la rentrée d'argent, donc c'est à travers la charte. Chaque personne qui a un livret de famille doit payer par exemple les 200 dinars par mois. Ces 200 dinars sont mis de côté pour réaliser donc les travaux. Il y a la création d'emplois par exemple pour de 2 jusqu'à 3, 5 postes de travail pour organiser les villages. En cas où le comité de village n'est pas là, c'est eux qui s'occupent l'un des problèmes, l'un des déchets, l'un de ça. Ils participent tout ça, donc d'une manière cohérente, d'une manière efficace. Mais cette organisation, c'est à travers les jeunes. Ils ont eu marre de voir juste de travailler du bénévolat pour rien, de faire quelque chose pour rien, mais ils cherchent à avoir cette spécificité. Ils sont spécifiques d'un village à un autre. Maintenant, même ma problématique de recherche aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi un village qui est juste à côté de mon village n'est pas actif, ne travaille pas, ne fait rien. Il y a des déchets, il n'y a pas de gestion, il n'y a rien. Donc maintenant, c'est ma problématique de recherche. Ce qui est donc des rapports avec les démunis. Donc depuis toujours, il y a l'organisation de Simshot, il y a l'organisation donc de la Sadaka au sein de ce village. Donc c'est financement, par exemple. Donc nos us, donc nos coutumes, nos traditions, on connaît, on sait parfaitement identifier les personnes qui sont démunies. Donc c'est pas la peine, par exemple, d'aller dans un village de dire qui est la personne appelée démunie. Donc ça se fait dans la discrétion. On a des personnes qu'on connaît, qui sont démunis. On va donc d'abord être en collaboration avec les collectivités territoriales, donc ça va leur permettre l'identification de ces personnes, ainsi que ces villages auront donc parfaitement la connaissance, par exemple, les occasions traditionnelles ou bien religieuses, elles vont leur acheter tous les denrées alimentaires, les habillements pour les enfants, les affaires scolaires, donc tout ça, ça s'organise, et des fois même pour équilibrer, ça se fait pour tous, à travers des dons de ces villageois, et ainsi que les contributions des vieux, des jeunes, de tout le monde à ce processus et arrive donc à nourrir cette solidarité traditionnelle. Donc c'est les valeurs traditionnelles qui règnent, mais en cherchant au-delà, donc juste du bénévolat, de la solidarité, mais une valeur économique, une durabilité à tout ça. J'espère que j'ai répondu à vos questions, mais si vous avez... Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'autres questions dans la salle? Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Oui, non, peut-être. Non, mais c'est que visiblement tout était clair et éclairci. Non, je ne frustre personne. Et bien à ce moment-là, on va en profiter pour passer à la pause, puisqu'il était prévu de faire une pause café à l'heure qu'il est. Et comment? Pas encore. C'est trop tôt. C'est ça? Ah, eh ben ça tombe bien, parce qu'il y a quelqu'un qui veut en profiter pour poser une question. Non, mais elle s'en va. Allô? Vos questions peuvent concerner ce qui a été dit le matin aussi. Ouais, visiblement, oui. Bonjour, je me présente. Je suis étudiant à l'Université Béjaïa et coordinateur du CCA. Désolé, je suis arrivé un peu tard. J'ai une question. Quelles sont les solutions que vous apportez à ces villages pour que, d'abord économiquement, parce qu'ils sont pauvres. Ces villages que vous citez à Tizi Ouzou,
qui sont loin, vraiment ils sont pauvres. Est-ce qu'ils peuvent, avec ce recyclage, ils peuvent apporter un rapport économique à leur village? Quelles sont ces solutions? Qui est la politique régionale ou wilayale de Tizi Ouzou par rapport à ces villages? Est-ce qu'il y a un programme pour les aider, surtout économiquement, puisque comme on voit le milliardaire chinois Chen qui a fait sa fortune dans le recyclage, qui est très populaire, je crois la troisième fortune en Chine, il a fait sa fortune en recyclage. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de solution ou une stratégie cohérente de la part d'abord des autorités nationales, mais aussi locales, pour aider ces villages à ce recyclage? Parce qu'ici en Algérie, dans le domaine économique, si on se lance dans le recyclage, dans tout le recyclage, il n'y a pas d'usine qui achète la matière première du recyclage, comme le granulé du verre, le granulé du plastique. Il faut l'exporter. Je crois qu'il y a une grande usine qui est en Belgique. Mais les autorités algériennes n'arrivent pas à faire en relation ces PME, ces PMI qui veulent investir dans le recyclage. Ils le font en relation, puisque malgré la matière première, il faut la vendre. Ça ne sert à rien d'investir dans le recyclage si on ne peut pas la vendre à quelqu'un d'autre qui peut la transformer. Et merci. Avant de vous laisser la parole, je voudrais juste intervenir sur un point. En économie circulaire, on est dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. L'objectif n'est absolument pas de faire fortune. Ça, c'est le premier point. On est dans un système dans lequel on va contre l'enrichissement personnel. On va dans un système dans lequel on cherche l'enrichissement global, collectif, d'un pays, d'une ville, mais aussi surtout d'un groupe d'individus avant tout. Ça, c'est un premier point qui a été dit ce matin. Il y a un deuxième point sur lequel j'insiste aussi, vite fait, avant de vous laisser la parole, c'est que, on l'a dit aussi ce matin, dans l'organisation, et vous l'avez redit, entre la verticale et l'horizontale, il faut souvent penser au plus proche et au plus près, et pas forcément justement réfléchir à des grosses usines qui seraient un peu loin et qui posent d'autres problèmes en termes de pollution, en termes de transport, etc. Mais voir au plus près comment est-ce qu'on peut gérer les choses. Et je pense que c'est ça qui joue beaucoup pour vous. Oui, exactement. Donc, pour répondre un tout petit peu à votre question, tout d'abord, ce qui est de l'État. Maintenant, je ne sais pas si vous savez qu'il y a la nouvelle loi sur les collectivités territoriales. Donc, la nouvelle loi, c'est la décentralisation totale. Maintenant, dans les années 90, il y a une décentralisation partielle en Algérie. Donc, cette décentralisation partielle, c'est que, c'est vrai, les communes, vous êtes décentralisés, vous avez une personnalité morale, une autonomie financière, c'est à vous de gérer. Mais en réalité, il y a un contrôle de la wilaya, il y a un contrôle de la daïra. Donc c'est une décentralisation que j'ai qualifiée dans mes travaux antérieurs, donc d'une décentralisation partielle. Donc c'est à travers ça. Donc les villages, depuis toujours, ils s'organisaient. Ils cherchaient tous les moyens qu'il faut, donc dans leur village, pour arriver à répondre à leurs besoins. Mais, par exemple, la gestion des déchets, ça a commencé par le problème des déchets. On regarde, moi, par exemple, quand je vais chez moi, je regarde toutes les routes, donc de gauche à droite, et il y a des poubelles partout. Puis, il y a cette conscientisation des gens. Moi, je leur dis, quand je leur fais des conférences, mais comment je peux ramener un étranger dans mon village si il va voir ça? Puis ils se disent, c'est pas nous, c'est pas moi, c'est pas moi. Je leur dis, alors c'est qui? C'est la population civile qui va organiser tout. L'État, elle est là. Mais l'État, elle ne peut pas financer tout. Elle ne peut pas répondre à tous nos besoins. Donc, depuis toujours, la population civile, elle est là. Mais par exemple, il y a les PCD qui sont donnés par la commune. En cas où, les comités de village, donc ils vont identifier leurs besoins, ils ont besoin de ça, et il y a une partie du budget qui est donnée par la commune. Donc l'autre partie, elle est collectée par l'ensemble des villageois. Donc, mais cette coopération, cette union, donc cette solidarité, elle a donné lieu à des projets de développement social. C'est tout. Et puis maintenant, c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Mais ce n'est pas pour avoir un objectif, donc c'est comme une entreprise, le profit, cette valeur ajoutée économique, mais l'objectif de la valeur ajoutée économique, c'est la durabilité. C'est-à-dire que je ne vais pas faire du développement durable, je ne vais pas faire de la gestion des déchets juste pour avoir le prix.
Non, mais ils cherchent à initier les jeunes, à tout le monde, à continuer ce processus, donc à enseigner à tout le monde c'est quoi la gestion des déchets, c'est quoi le développement durable, comment faire, comment ça se passe et comment ça va y aller donc du début jusqu'à la fin. Mais ce processus ne doit pas doit pas vraiment se lâcher au milieu, parce que comme si vous faites un pas, vous allez arrêter, vous allez vous allez tomber dans un trou où vous aurez beaucoup plus de conséquences négatives que tout ce que vous avez réalisé jusqu'à aujourd'hui. Donc ces villages maintenant, ils pensent à développer toutes ces initiatives, par exemple avoir des relations avec des agences de voyage pour organiser des voyages au sein de ces villages. Donc tout d'abord, ça sera donc une visite donc, à travers donc, l'époque et le moderne. Deuxièmement, les produits terroirs, ils vont les exposer, donc il y aura la vente. Et aussi donc des musées, etc. Donc tout ce qui, par exemple, les touristes aujourd'hui, ils ne cherchent pas des hôtels, ils ne cherchent pas des restaurants, non. Ils cherchent tout simplement quelque chose de spécifique à un territoire. Donc ce qui est recherché par l'écotourisme, c'est de connaître les spécificités, le traditionnel, le moderne, la mixité, comment ça marche, comment ça s'explique. Donc c'est la préservation du patrimoine qu'on a, donc du culturel. Quand je vous parle de la valeur ajoutée économique, ce n'est pas au sens d'une entreprise, mais au sens global, c'est que ça va durer. Donc des projets, par exemple, là, il y a, avec les 8 millions de dinars, il y a des villages qui m'ont proposé de leur faire des études du projet le plus adéquat, qui va leur apporter plus à leur village. Et bien maintenant, on a compris que ce n'est pas la peine d'acheter des broyeurs, par exemple, pour le plastique. On fait le tri du plastique, d'accord, mais les broyeurs vont servir à prendre 3, 4, 5, 6 villages. C'est comme l'intercommunalité. 4, 5 villages, parce que ces villages, il y a des villages de 1500 habitants, de 800 habitants, de 500 habitants. Donc déjà, par rapport à la densité, ça diffère. Donc d'un autre côté, c'est la collecte de tous ces déchets. C'est que l'un de ces villages va acheter le broyeur, donc les autres vont leur amener le plastique. Comme ça, l'un de ces villages va profiter donc de la valeur ajoutée économique afin de la développer. Les autres villages, ils vont gagner, c'est qu'il y aura 0 déchet dans leur village. D'accord? Donc, mais c'est à travers tout ça, c'est l'argent ou bien la prime qui a été gagnée par ces villages. Ils recherchent des projets pour attirer des gens, pour développer des activités, par exemple, comme le tissage. C'est une activité qui est en train de disparaître. Il y a maintenant des tapis où les vieilles, elles sont décédées, elles ont vraiment, le processus, il s'arrête là. Il n'y a pas de continuité. Donc il y a des usines de poterie, on importe de la poterie de la Tunisie. Moi j'ai mal au cœur. Je trouve la poterie de nos grands-mères dans nos villages qui sont là, mais quand je vais à Yakouran par exemple, je trouve la poterie de Tunisie. Alors que ce n'est pas logique. Donc pourquoi on a tout ça, c'est un produit terroir, c'est quelque chose qui est fait à la main, de la bonne qualité, etc. Pourquoi ne pas développer tout ça pour avoir ce processus global qui va y aller vers l'avant et qui va nous apporter donc un développement social, un développement économique qui est durable. L'État, elle est là, c'est comme elle va orchestrer donc l'ensemble des parties prenantes. Il y a la loi. En cas où, par exemple, nos communes, c'est des communes pauvres, oui, je l'avoue. On a 3 à 4 communes qui, dans la Oulaye Tizi Ouzou, donc DBK, on a Azazga, on a la Oulaye, donc la commune de Tizi Ouzou, et Tizi Rachid. Parce que c'est des communes sur les 67 communes de la Oulaye de Tizi Ouzou. Ces 4 communes sont riches. Pourquoi? Parce que quand on a calculé l'indice, je ne sais pas comment ça s'appelle, je l'ai fait, ça fait que des années, on a trouvé qu'elles sont capables quand même de répondre spécifiquement à chaque individu, à chaque habitant de ce village. Mais le problème posé, d'accord, je suis pauvre, est-ce que je dois rester juste dans ma pauvreté? Non. Donc je dois chercher donc, des solutions qu'il y avait avant, mais à les actualiser, donc à la demande actuelle, donc à nos besoins émergents. Les besoins des années 60 et les besoins des années 2000, ce n'est pas la même chose. Les projets qu'il y avait avant, c'était juste l'entretien. C'était juste l'entretien des forêts, l'entretien des places publiques, l'entretien de ça, le bénévolat. Mais non, maintenant, ça va y aller au-delà, au tri, au compostage, au développement. Maintenant, c'est l'étude vraiment du terrain, de ces territoires, pour leur trouver des projets de développement et avoir donc atteindre cet objectif recherché qui est la durabilité. Et je vous remercie, j'espère que j'ai répondu à vos questions.
Bon, récemment, le réseau insiste également, je l'ai vu, sur la contribution ou les problèmes de genre dans l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que vous avez à nous dire concernant? On sait que bon, la société est une société... est-ce que la femme arrive à rentrer dans Tajmat? Est-ce qu'il y a eu du changement depuis? C'est tout. Ça, c'est une dernière interrogation par rapport aux évolutions. That's right. Donc, je vous remercie. Tout d'abord, le problème de genre. C'est vrai, la problématique, moi, en 2015, quand j'avais eu mon concours de doctorat, c'est ça ma question. Je me suis dit, comment je vais travailler? Parce qu'avant, mathématiques, c'était l'entrepreneuriat féminin, donc je ne pouvais pas travailler sur ça. Il y avait des gens qui ont travaillé sur ça. Donc je me suis dit, je vais travailler sur Tajmat, mais la femme kabyle, elle est exclue de cette organisation ancestrale. Et puis, une fois, j'ai visité un village donc, qui est au Fort National, donc à la commune de l'Arvanat-Téléphone, et j'ai eu le plaisir et l'honneur de rencontrer une vieille. Une vieille, maintenant, elle est morte. Elle m'a raconté qu'elle était à la tête donc, du comité de village. C'est elle qui connaît tous les secrets, tout ce qui se passe dans son village. Donc, elle était la doyenne de ce village. C'est elle qui organisait avec les autres ce village. Donc, en réalité, j'ai trouvé que le processus que la femme ne participe pas à l'organisation ancestrale n'était pas vrai. Que la femme, même si elle n'est pas dans l'assemblée générale avant, mais elle participait. Par exemple, chez moi, mon père, il rentre, il me dit « Ah, aujourd'hui, il y aura une assemblée générale sur ça. » D'accord, je lui dis sur quoi? Parce qu'il y a un affichage, je cherche à comprendre, puis je vais lui donner mon avis. Quand je donne mon avis sur quelque chose, donc en réalité, la communication, cette information, je vais influencer l'autre partie. Donc même avant, la femme n'était pas, elle participait d'une manière indirecte. Mais maintenant, j'ai trouvé qu'il y a des villages où les femmes, donc, elles participent au sein de ces comités de village. Pourquoi? Parce que maintenant les femmes, elles ont toutes un niveau, une formation, donc elles contribuent de leur manière avec ce qu'elles ont exactement. Et deuxièmement, il y a maintenant la création des comités de village, par exemple, femmes. Par exemple, les hommes, ils vont faire la gestion des déchets, on va leur laisser ça. Les femmes, elles vont travailler sur tout ce qui est la préservation du patrimoine, tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est donc du tissage. Donc, elles vont initier donc les jeunes filles, par exemple, à travailler le week-end, à leur apprendre des métiers. Elles vont activer, donc créer des activités spécifiques aux femmes. Donc, en réalité, la femme kabyle, j'ai trouvé dans mes premières recherches que la femme kabyle, elle participait depuis toujours. Et j'ai trouvé dans un second village de la commune de Etumelo qu'il y avait les femmes, elles participaient comme nous aujourd'hui. Il y a une mixité, il n'y a plus l'approche genre où les hommes, où la femme elle est écartée par exemple par rapport aux hommes, mais il y avait cette mixité. Dans la plupart donc, de villages que j'ai pu constater, il y a cette exclusion. Mais son apport d'une manière indirecte, il est toujours là. Par exemple, la charte du village. Donc la charte, c'est la loi du village. Donc par exemple, si vous allez déposer vos matériaux de construction sur une route, vous avez 3 jours pour l'enlever, sinon vous allez payer une taxe de 6 000 dinars. Si vous allez faire, donc vous n'allez pas respecter cette charte, vous allez être taxé. Nous, c'est comme ça dans tous nos villages. Si quelqu'un, par exemple, un étranger va rentrer dans mon village sans l'accord du comité de village, donc il va payer des taxes. Donc tout ça, c'est des sources. Donc il y a un ensemble de taxes que chaque famille doit signer. S'il ne respecte pas la charte, c'est ça. Donc c'est comme la loi, donc les lois qu'on trouve un petit peu partout. Si vous faites ça, en contrepartie, vous aurez cette punition. Même dans les villages, mais chaque village, il a sa loi. Il a sa loi, il a sa charte. Mais cette charte, elle se modifie, elle change avec le temps. Parce que l'espace lui-même sur lequel on vit, il change. Donc même ces lois, elles changent à travers le temps. Donc je pense tout ce que je peux dire par rapport à votre question. Je vous remercie et puis on va en profiter, oui, je vois tous vos gestes là, on va en profiter pour couper là et pouvoir repartir un petit peu en pause si vous le voulez bien. Tu essaies de me dire quoi?
à la Bibliothèque centrale.